Bonjour à tous. Après avoir abordé sur cette chaîne l'expérience de Milgram, il était grand temps de s'intéresser à l'autre grande expérience de psychologie sociale du XXe siècle, l'expérience de Stanford. Recontextualisons rapidement l'expérience. Nous sommes en 1971 et l'armée américaine contacte le professeur Philippe Zimbardo afin de mener une expérience sur le comportement des individus en milieu carcéral. L'armée voulait comprendre et remédier aux problèmes de violence dans ces prisons. Pour étudier au mieux le comportement humain en milieu carcéral, Zimbardo a donc décidé de créer une fausse prison dans les sous-sols de l'université de Stanford, qui accueillera les étudiants volontaires, séparés en deux groupes, d'un côté les gardiens de prison, de l'autre les détenus. Après avoir publié une annonce dans le journal local, Zimbardo reçut plus de 70 candidatures d'étudiants voulant participer à l'expérience. Néanmoins, il ne voulait vraiment pas prendre n'importe qui. Il insistait sur le fait que les étudiants devaient être en bonne santé physique et mentale et ne pas avoir de prédisposition à la violence. Avec ces critères, les conclusions de son expérience devaient être universelles, en faisant bien comprendre que les personnes étudiées sont des personnes lambda, des monsieur tout le monde si on veut. Suite à une série de tests physiques et psychologiques, Zimbardo et son équipe ont donc décidé de retenir 18 candidats sains d'esprit pour débuter l'expérience. Ces étudiants étaient divisés en deux catégories, d'un côté les prisonniers et de l'autre les gardiens de prison, par tirage au sort. C'est un point très important, car à aucun moment un gardien doit se sentir davantage légitime qu'un détenu en pensant avoir été choisi par l'équipe scientifique pour exercer son autorité. De plus, chaque participant doit bien être conscient qu'il aurait très bien pu être envoyé dans l'autre camp. Maintenant que l'expérience peut commencer, il est très important que les participants soient investis dans leur rôle respectif. Ainsi, les prisonniers ont été arrêtés par la police locale sans avoir été prévenus comme pour de vrais criminels. Ils ont été conduits dans la fausse prison de Stanford, où ils ont été déshabillés et on leur a donné pour vêtements une tunique sans sous-vêtements. En résumé, ils étaient habillés comme Dobby pour ne ressentir aucun confort. Et pour continuer ce processus de déshumanisation, les détenus étaient appelés par des numéros et non par leur nom. De l'autre côté, les gardiens avaient un véritable uniforme ainsi qu'une matraque pour affirmer leur pouvoir et leur autorité. Ils étaient également équipés de lunettes de soleil réfléchissantes pour éviter tout contact visuel direct avec un détenu. Comme de véritables gardiens de prison, ils devaient rentrer chez eux le soir après leur service et avaient des consignes de l'équipe scientifique. Ils devaient préserver le calme dans la prison en affirmant leur autorité, mais n'avaient pas le droit d'avoir recours à la violence pour y parvenir. L'expérience devait durer initialement 2 semaines, mais a été arrêtée au bout de seulement 6 jours. Les gardiens, pour affirmer leur autorité, ont très rapidement adopté un comportement sadique, en commençant par faire laver la cuvette des toilettes par les détenus à main nue, pour finir à de la nudité forcée et à des humiliations sexuelles. Du côté des détenus, les préjudices psychologiques étaient lourds. Des troubles et des dérangements émotionnels, des pleurs incontrôlables, plusieurs sont partis en dépression et l'un des détenus a développé de l'eczéma sur tout le corps suite au stress que lui faisait subir la situation. Pour souligner à quel point les gardiens étaient devenus sadiques, ils faisaient des heures supplémentaires le soir sans être rémunérés, pour humilier davantage les prisonniers tout en pensant que les caméras étaient éteintes en fin de journée. Tout comme l'expérience de Milgram, on pourrait simplement conclure en disant que les gardiens sont des monstres. Sauf que, comme nous l'avons précisé au début, les individus sont tous sains d'esprit et n'ont pas de prédisposition à la violence. Donc tout porte à croire que si les rôles avaient été inversés, si les gardiens étaient des prisonniers et l'inverse, le résultat aurait été le même. En résumé, et c'est l'une des conclusions de Zimbardo, les gardiens ont agi de la sorte et sont devenus des monstres indépendamment de leur personnalité, mais suite à l'influence qu'ont eu sur eux la situation et le pouvoir que les systèmes leur a conféré. Cette expérience, comme celle de Milgram, souligne l'importance de l'influence d'une institution légitime sur un individu, mais également les ravages que peuvent engendrer un partage de responsabilités personnelles. C'est-à-dire qu'aucun des gardiens ne se sentait personnellement responsable de la situation. Le groupe prédominait sur l'individu. Cette situation particulière a donc eu pour effet de noyer le libre arbitre de l'individu, c'est ce qui explique que les gardiens aient enfreint toute leur valeur morale. Le mécanisme, transformant le comportement d'un individu, a ensuite été théorisé par Zimbardo lui-même à travers son livre L'effet Lucifer. L'effet Lucifer prend donc existence lorsque des personnes normales, c'est-à-dire sans mauvaise prédisposition, sont amenées dans une mauvaise situation dans laquelle elles détiennent du pouvoir conféré par le système. Dans cette expérience, les gardiens qui sont devenus sadiques ont donc subi l'effet Lucifer en devenant de mauvaises personnes. Mais Zimbardo théorise également que l'effet Lucifer peut transformer une personne lambda en un héros. Illustrons, à Stanford, près de 60 personnes ont vu l'expérience, mais seulement une personne, une ancienne étudiante diplômée, s'est insurgée et c'est d'ailleurs elle qui a réussi à convaincre Zimbardo de mettre fin à l'expérience. C'est donc elle, l'héroïne. Prenons un exemple encore plus parlant. Durant la Seconde Guerre mondiale, les soldats allemands ont commis des horreurs. C'est strictement impossible que l'armée nazie ait été composée que de mauvaises personnes. C'est bien la situation qui les a conditionnés avec l'influence d'une institution légitime, le gouvernement, et une responsabilité partagée. Personne ne se sentait individuellement responsable. La grande majorité des soldats allemands sont donc devenus de mauvaises personnes en subissant l'effet Lucifer, mais à l'opposé, des nazis ont par exemple sauvé des juifs et sont donc comportés en héros. On pourrait se dire que l'effet Lucifer a été constaté dans cette expérience et à la rigueur dans la Seconde Guerre mondiale, mais on a beaucoup de mal à imaginer qu'il soit encore présent dans notre société.
Pourtant, prenons un exemple très simple, l'abattoir. Je suis convaincu que l'employé dans un abattoir qui égorge une vache n'est pas un monstre, ce n'est pas une mauvaise personne, mais c'est la situation qui l'a fait devenir ainsi. Avant de travailler en abattoir, je suis convaincu que planter un couteau dans la gorge d'une vache devait être contraire aux valeurs de cet individu. Sauf qu'en entrant dans un abattoir, il a subi un effet Lucifer. L'institution, qui est l'entreprise légale, le domine, et il ne se sent pas pleinement responsable de son geste. Certains employés deviennent même des monstres en torturant des animaux pour leur plaisir. Mais à l'inverse, d'autres employés deviennent des héros en dénonçant ces pratiques en cachant des caméras par exemple. Nous pouvons également prendre un exemple d'actualité avec le procès en cours suite à la mort en novembre 2016 du petit Tony de 3 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'histoire, nous allons la résumer brièvement. Une jeune femme de 19 ans vivait avec son fils et son compagnon de 24 ans qui n'était pas son père. Très rapidement, le petit garçon est devenu le souffre-douleur de son beau-père, et après 2 mois et demi de calvaire et de souffrance, le petit Tony meurt sous les coups de son beau-père. Bien entendu, les adultes ont été condamnés, mais l'histoire ne s'arrête pas là, car une association de défense de mineurs a décidé d'attaquer les voisins, qui ont entendu le petit garçon hurler de douleur, mais qui n'ont jamais agi. Dans cet exemple, nous sommes clairement dans un effet Lucifer où les voisins sont devenus de mauvaises personnes en étant plongés dans cette situation délicate et en ayant pour pouvoir le fait d'agir pour arrêter tout ça. Je ne parle pas forcément d'agir physiquement, mais au moins d'avertir les autorités compétentes. Dans cet exemple, la responsabilité était également partagée, aucun voisin ne se sentait davantage responsable de ne pas intervenir qu'un autre. Ainsi, un voisin aurait pu devenir un héros en mettant fin à ce calvaire, mais tous les voisins sont donc devenus des complices passifs. L'effet Lucifer les ayant fait adopter un comportement sûrement très contraire à leurs valeurs. Cette affaire rappelle également celle du meurtre plus célèbre de Kitty Genovese. Nous vous mettrons un lien en description pour ceux qui veulent approfondir. Si vous avez d'autres exemples d'effets Lucifer dans notre société, vous pouvez les mettre en commentaire, nous les lirons avec plaisir. La conclusion de cette chronique est qu'il n'y a pas des personnes totalement bien ou mal, il n'y a que des personnes qui, certes, peuvent avoir des prédispositions vers l'un ou l'autre, mais nous sommes des individus complexes avec des traits de personnalité positifs ou négatifs qui, selon la situation, peuvent faire surface et changer selon les circonstances. What if after everything that I've been through, something's gone wrong inside me? What if I'm becoming bad? I want you to listen to me very carefully, Harry. You're not a bad person. You're a very good person who bad things have happened to. You understand? Besides, the world isn't split into good people and Death Eaters. We've all got both light and dark inside of us. What matters is the part we choose to act on. That's who we really are. Harry, time to go. When all this is over, we'll be a proper family. We'll see.